19 septembre 2023. Bonjour tout le monde. Ici à nouveau André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir Dr. Véronique Delisle du Centre de recherche CanMet de Ressources naturelles Canada, qui est docteur en génie, gestionnaire de projet au Centre CanMet Énergie sur les énergies renouvelables. Bonjour. Madame Delisle, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Alors, on parle beaucoup d'électricité solaire aujourd'hui dans le monde, mais de plus en plus au Québec, vu qu'Hydro-Québec va augmenter d'au moins 50% sa production d'électricité d'ici 2050. On nous promet des grands barrages, peut-être des anciennes ou futures centrales nucléaires. Donc, les gens, évidemment, aimeraient qu'on maximise avant tout l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et votre porte-parole m'a montré votre diaporama que j'aimerais si vous vouliez le présenter. On parle évidemment de grands bâtiments, mais ça vaut la peine de voir quel est le potentiel en ce moment d'intégration du photovoltaïque, donc des cellules solaires à nos bâtiments, donc intégrés à la façade et aux toitures. C'est quand même une certaine économie de ce côté-là. Ben oui, c'est ça, c'est le système photovoltaïque intégré au bâtiment, ça s'applique pas juste aux grands bâtiments, mais aux plus petits bâtiments aussi, là, aux bâtiments résidentiels, aux maisons unifamiliales. Mais certain qu'il y a des choses à considérer pour savoir si c'est un bon, le bâtiment en question est un bon candidat pour le système photovoltaïque intégré au bâtiment ou même appliqué au bâtiment. Donc, ce que je propose aujourd'hui de faire, c'est un peu d'expliquer en premier ce que c'est et de vous montrer différents exemples de projets, puis aussi de parler de nos activités de recherche et développement à Calmette Énergie sur le sujet. Parfait. Alors, on vous écoute. Parfait. Donc, comme je viens de le mentionner, je vais couvrir le contexte. Qu'est-ce que le photovoltaïque intégré au bâtiment en comparaison avec les autres types de systèmes solaires qui produisent de l'électricité? On va regarder différents systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment au Canada. Donc, PVIB, c'est ce que ça veut dire. Et je vais vous parler des différentes activités de R&D au gouvernement fédéral en lien avec le photovoltaïque intégré au bâtiment. Donc, pour commencer avec le contexte, en fait, vous avez mis un peu la table à ce sujet-là. Bon, on est quand même chanceux au Canada. On a un réseau électrique qui est exempt d'émissions à plus de 82 mais nous avons quand même un objectif de carboneutralité dans le réseau électrique d'ici 2035 et aussi carboneutralité dans l'ensemble de l'économie d'ici 2050. Hein. Donc ça va demander de plus d'électricité propre, évidemment. Et en parallèle de ça, ben, la consommation d'électricité ben, va augmenter. Donc, ça veut dire qu'il va falloir plus d'électricité propre. Donc, ici, on a les données du dernier rapport du REC, là, de la Régie de l'énergie du Canada, où en 2021, on disait, bon, l'éolien de solaire vont constituer des ajouts de capacité de l'ordre de 59 jusqu'en 2050 ans. Donc, il va y avoir plus de solaire, il va y avoir plus d'éolien et une partie de ce solaire-là pourra être installée sur les bâtiments. Et si je ne m'abuse, je pense qu'au Québec, on est déjà carboneutre à 99% environ. C'est ce qui explique un peu pourquoi il y a tant d'éoliennes et de photovoltaïques qui se font en Alberta, par exemple. Oui, c'est ça, combiné avec un marché différent et un potentiel aussi différent. Mais en effet, au Québec, on est déjà très élevé en termes de production électrique sans émissions. Alors ça, c'est pas spécifiquement en lien avec le photovoltaïque intégré au bâtiment, mais on voit ici nos chiffres de 2020 où on voit la capacité solaire PV installée au Canada, donc qui était de l'ordre de 3650 mégawatts environ, avec la plupart installés en Alberta et en Donc,
on entend peut-être souvent qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel solaire au Canada, mais ce n'est pas vrai. Ça dépend des lieux. Il ne faut pas mélanger la température et l'ensoleillement. Hein. Donc, on revoit ici à gauche différentes villes au Canada et leur potentiel solaire, donc en termes de kilowattheure par produit par kilowatt installé, donc pour un système idéal là, qui va avec une orientation plein sud et une inclinaison correspondant à la latitude. Donc, on voit que à Regina, on est à 1361 kWh par kilowatt. Montréal, quand même 1185 kWh par kilowatt. Et même si on va dans les endroits un petit peu moins ensoleillés, comme Saint-Jean, c'est quand même 933 kWh par kilowatt. Et je dis quand même parce que si on regarde à droite et on se compare avec d'autres endroits où il y a beaucoup d'énergie solaire photovoltaïque, bien, en fait, on n'est vraiment pas si mal en termes d'ensoleillement. Si on regarde Berlin, il y a seulement 848 kWh par kilowatt. Donc, on a quand même un très bon potentiel au Canada, un bon potentiel solaire. C'est ça, des villes comme Tokyo et Berlin, évidemment, il y a énormément de photovoltaïque, mais c'est parce que l'électricité coûte beaucoup plus cher dans ces pays-là. C'est sûr qu'il y a cet aspect-là. Ils n'ont aussi pas nécessairement l'hydroélectricité, ils ont d'autres considérations. Oui, en effet, donc, c'est défaire un peu le mythe du potentiel solaire au Canada. Des fois, on a l'impression qu'il fait froid, donc il n'y a pas de soleil, mais en fait, c'est pas ça du tout. L'ensoleillement et la température, c'est deux choses différentes. Donc, qu'est-ce que le photovoltaïque intégré au bâtiment? Donc, lorsqu'on parle de cette technologie-là, c'est quand on a le photovoltaïque intégré au bâtiment, c'est une composante du bâtiment qui a une double fonctionnalité. Donc, en plus de convertir l'énergie solaire absorbée en électricité, il remplit une ou plusieurs fonctions de l'enveloppe du bâtiment. Donc, par exemple, des fonctions de sécurité, d'isolation thermique, d'éclairage naturel ou encore de protection contre les intempéries. Donc, ça, c'est des exemples de fonctionnalités de l'enveloppe du bâtiment. Donc, si on enlève le photovoltaïque intégré au bâtiment, bien, on a un problème. Il nous manque quelque chose qu'il faut remplacer par une composante, disons, standard de l'enveloppe du bâtiment. Juste expliquer qu'à droite, on voyait un pare-soleil, hein? C'est ça la protection contre les intempéries. Comme... Exactement, c'est une protection contre le soleil, mais on pourrait aussi penser à un revêtement d'une façade qui sert à éviter faire une première barrière contre le vent ou contre l'eau, par exemple. Donc, ça peut être ça aussi les intempéries. Donc, c'est sûr que si j'enlève le pare-soleil ici, mais je vais avoir beaucoup plus de gains solaires qui vont entrer et peut-être aussi ce pare-soleil-là comme objectif d'éloigner l'eau aussi s'il y a de la pluie. Donc, ça peut être ça aussi. Puis, si on regarde complètement à gauche, c'est au niveau sécurité. Donc, on peut même avoir des garde-fous qui ont des cellules solaires intégrées. Donc, c'est sûr que si on enlève le garde-fou, ben là, il y a des enjeux de sécurité pour les personnes. Il faut remplacer par un garde-fou standard. Ben oui, puis en plus, c'est transparent, c'est vraiment beau, comme pour ça remplace les vitrages sur la troisième diapo. Oui, vous voulez dire pour l'éclairage naturel, là? Éclairage naturel et sécurité, on voit qu'ils sont transparents. Oui. C'est différentes technologies de transparence. On va y venir un petit peu plus tard, mais il y a différentes façons d'aller chercher, oui, de la semi-transparence avec des systèmes photovoltaïques là, intégrés au bâtiment ou non. Donc, c'est quoi les avantages par rapport à d'autres sortes d'installations de systèmes? Bon, évidemment, on voit aussi souvent des systèmes photovoltaïques au sol, donc installés sur des racks au sol. Donc, c'est sûr que par rapport à ces systèmes-là, l'espace requis ne va pas au-delà de l'empreinte du bâtiment. Donc, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin en plus du stationnement ou de terrain gazonné, tout ça, c'est déjà dans l'empreinte du bâtiment, donc on n'a pas besoin de superficie supplémentaire. En comparaison au système PV ajouté au bâtiment. Donc, lorsqu'on parle de système ajouté au bâtiment, c'est que oui, le système PV va convertir l'énergie solaire absorbée en électricité, mais il ne va pas combler
différentes, une ou plusieurs fonctions de l'enveloppe. C'est-à-dire que si on l'enlève, ben, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien à l'éclairage naturel, ça ne change rien à la sécurité, ça ne change rien à la quantité de chauffage ou de climatisation nécessaire. Donc, c'est ça un système PV ajouté au bâtiment. Donc, par exemple, ça va être un rack avec des modules PV sur un toit ou sur une façade qu'on peut très bien enlever et le bâtiment va continuer à opérer de la même façon. Donc, par rapport à un système de ce type-là, le photovoltaïque intégré au bâtiment, il s'intègre généralement de façon plus esthétique. Donc, c'est sûr, c'est peut être plus beau. Et ça remplace une partie des coûts associés à l'enveloppe du bâtiment. Donc, ça, c'est un aspect important avec le PVB quand on regarde les aspects coût-bénéfice, c'est que, OK, si je remplace, par exemple, mon mur rideau par du photovoltaïque intégré au bâtiment, bien, j'aurais quand même mis un mur rideau sinon qui m'aurait aussi coûté quelque chose. Donc, c'est important de considérer qu'on n'a pas en plus à payer l'enveloppe du bâtiment, c'est deux en un, si on veut. On peut préciser qu'un mur rideau, là, c'est les façades de verre qu'on voit sur les gratte-ciels, par exemple. Exact. Souvent, il va y avoir des parties isolées puis des parties vitrées. En fait, les deux sont vitrées, là, mais la partie du haut va être transparente, là, où on va pouvoir voir à travers. Oui. Donc, en comparaison à une enveloppe de bâtiment standard, ben, ça produit de l'énergie propre. Ça peut réduire les coûts en électricité du bâtiment. Ça peut augmenter la flexibilité du bâtiment par rapport au réseau électrique. Et ça peut aussi augmenter la résilience du bâtiment. Et la flexibilité, c'est à quel niveau? Ben, dans le sens qu'on produit une partie de l'électricité qu'on consomme. Donc, cette électricité-là qu'on produit, maintenant, avec des onduleurs qui ont des capacités avancées, ça peut permettre d'aider le réseau électrique à certains moments où il peut avoir besoin plus ou moins de cette électricité-là. Donc, c'est par rapport à ça, ça peut aider le réseau électrique. Donc, on peut réduire la demande de pointe si on stocke dans des batteries et qu'on l'utilise à ce moment-là. Et aussi, on peut renvoyer sur le réseau les surplus non consommés si on ne veut pas les stocker. Oui, c'est sûr qu'avec des batteries, ça va donner encore plus de flexibilité, mais même sans batterie, il reste que maintenant, avec les fonctions avancées des onduleurs qui vont être capables qui sont nécessaires pour convertir l'électricité DC en AC, ben, eux aussi sont capables maintenant de faire un peu de contrôler la quantité d'électricité qui est envoyée au réseau. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu trop avancé, mais c'est sûr que si on a un système de batterie, c'est sûr que là, on a encore plus de flexibilité à apporter au réseau électrique là, par rapport au moment où on renvoie cette électricité-là sur le réseau, si nécessaire. Donc, tout comme les systèmes photovoltaïques standards, pour un système photovoltaïque intégré au bâtiment, ben, on peut avoir différentes technologies de cellules solaires. Hein. Donc, un panneau photovoltaïque, c'est compris de différentes cellules solaires qui sont connectées ensemble. Et ensuite de ça, on va prendre plusieurs panneaux pour les connecter ensemble également. Puis ça va s'appeler une matrice. Donc, la cellule solaire, elle peut être de différentes technologies. Donc, par exemple, la technologie la plus commune, c'est au silicium cristallin. Donc, on peut avoir du monocristallin, polycristallin, bifacial aussi maintenant, où les deux côtés des cellules sont en mesure d'absorber l'énergie solaire et de la convertir en électricité. Donc, oui. En deux mots, excusez, la différence et les avantages et limites du mono et polycristallin. Ouais, le mono est généralement plus efficace parce que c'est un cristal qui est plus pur, donc c'est plus efficace que du polycristallin. Des fois, pour des raisons d'esthétique, les gens ont préféré du polycristallin parce qu'on voit comme tous les cristaux, fait que ça peut être un look désiré. Okay. C'est ce qu'on recherche, mais monocristallin va être plus efficace. Okay. Merci. Et bifacial, ben, on va absorber des deux côtés, donc c'est sûr que ça, c'est encore plus efficace. Mais par rapport au photovoltaïque intégré au bâtiment, il faut voir ce qu'il y a du côté arrière. Il n'y a peut-être rien à aller chercher de ce côté-là. Oui, donc, oui. C'est ça, le bifacial produit davantage, coûte plus cher, mais profite de la réflexion de la neige ou d'un toit blanc pour produire davantage, c'est ça?
Oui, ça peut être ça, en effet. Il va produire aussi par rapport à l'énergie solaire qui est réfléchie à l'arrière, donc il va pouvoir absorber aussi à l'arrière et pas juste à l'avant du module. Donc, ce sont des cellules qui sont rigides, qui sont opaques, mais il y a moyen de jouer avec l'espacement entre les cellules pour aller chercher différents niveaux de transparence. Donc, ici, on peut parler de modules avec une efficacité au-delà de 22 et les cellules cristallines, la puissance générée diminue avec l'augmentation de la température. Donc, plus les cellules sont chaudes, moins ils vont être efficaces à raison de 0,5 par degré Celsius. Pour des modules PV, on parle de 25, plus de 25, même des fois 30 ans de durée de vie. Ça, on pourrait préciser, l'efficacité des modules, donc un panneau de 100 watts va produire 22 watts au maximum, c'est ça? Euh, non, un module de 100 watts va produire 100 watts. Oui, OK, excusez, c'est des cellules, dans le fond, hein. Non, non, c'est qu'il va produire 100, par exemple, un module prenons un chiffre facile, de 100 watts va produire 100 watts à 1000 watts par mètre degré, 1000 à 1000 watts par mètre carré lorsqu'il est à 25 degrés Celsius. Maintenant, si j'augmente euh, la température de 10 degrés Celsius, donc on parle de ici 10 fois 0,5, n'est-ce pas? Donc 5 donc le module va produire 95 watts. OK, mais le 22 c'est quoi? Qu'est-ce que ça exprime? Le 22 c'est-à-dire qu'il va produire c'est la 22 c'est la puissance sur l'ensoleillement fois la superficie. OK, Donc, donc, je vais produire, par exemple, 22 watts sur 1000 watts par mètre carré fois mes unités ne marchent pas là. Mais c'est la puissance sur l'ensoleillement fois la superficie. OK, c'est ça qui va donner le 100 watts, par exemple. Et puis la durée de vie, il faut que les gens comprennent qu'après 25-30 ans, on ne met pas les modules, qu'on appelle panneaux aussi souvent, au vidange. C'est encore efficace, mais ils perdent maximum 1 d'efficacité par année, c'est ça? Oui, il y a encore de la recherche à ce niveau-là, mais oui, on peut parler de 0,5 par année de dégradation. Là. Ça dépend des systèmes, ça dépend dans quelles conditions les modules ont été. Mais oui, ils vont quand même continuer de fonctionner. C'est sûr qu'il peut y avoir surtout pour des vieux systèmes là, qui existaient avant que les normes actuelles soient en vigueur, on va peut-être pouvoir observer des problèmes majeurs qui font en sorte qu'on ne peut plus les utiliser. Mais oui, en principe, ils continuent de fonctionner après, s'il n'y a pas de problème majeur d'élimination ou peu importe. Est-ce qu'on a des études pour dire que la plupart sont mis hors service après 30, 35, 40 ans? Puis, est-ce que c'est jeté, recyclé, à part l'aluminium? Est-ce qu'on peut les démanteler? Oui, c'est vraiment un sujet de l'heure. Il y a des activités de recherche, notamment au niveau de l'Agence internationale de l'énergie, pour regarder ça, les aspects qu'est-ce qu'on fait avec des modules en fin de vie. Oui, en effet, il y a le cadre en aluminium lorsqu'il y a un cadre. Mais c'est quand même un certain défi là, parce qu'il y a il va y avoir les cellules. Après ça, il y a du. Mettons que si on prend un module vert-vert, il va y avoir des cellules, du vert en haut, du vert en bas, puis il va y avoir un, une composante aussi entre les deux qui fait que la sandwich tient ensemble. Puis c'est sûr que ça, de défaire ça, c'est aussi un défi là, au niveau du recyclage. Donc, il y a des activités en ce sens là, au niveau de la R&D pour trouver des solutions là, à qu'est-ce qu'on fait avec les modules en fin de vie. Et donc, il n'y a aucune usine de recyclage de modules PV en ce moment? Faudrait que je vérifie. Je pense qu'il y en a en Europe, mais ce serait à valider. Là. Je ne suis pas certaine. OK. Puis habituellement, les gens les gardent combien de temps en moyenne? 30, 40 ans?
Ben, il n'y a pas, disons, au Canada, il n'y a pas tant de système de cet ordre de grandeur-là. Ah, j'ai Euh, Comme par exemple, au centre, on avait un système qui datait de quoi, 1990-95. On l'a défait, il y avait à ce moment-là quoi, 25-30 ans. Euh, Puis ça a été un défi aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les modules, mais c'est ça, ces modules-là étaient pris avant qu'il y ait des normes pour la performance et la sécurité des modules. Donc, peut-être aujourd'hui, ça serait différent. Euh, mais tout ça pour dire que oui, ça reste un défi, qu'est-ce qu'on fait avec les modules en fin de vie, mais c'est un problème qui est connu, puis il y a des gens qui se penchent là-dessus. Mais juste pour conclure, là, il y a quand même beaucoup de modules dans le monde qui servent au moins 30 ans. J'ai pas de chiffres à ce sujet-là, mais en effet, ça ne veut pas dire qu'après 25 ans, il faut tout enlever puis recommencer. Là. Ça dépend vraiment du système où il était, s'il a été très, très exposé à des conditions difficiles ou non. C'est vraiment du cas par cas. Là. C'est sûr des systèmes qui ont eu proches de la mer avec beaucoup d'eau, l'air salé, c'est sûr que c'est différent qu'un système peut-être dans le nord qui a été protégé de tous ces éléments-là. Fait que ça dépend beaucoup de l'endroit où le système est installé. D'accord, merci. Euh, donc, c'est ça, on parlait d'un type de cellules qui sont les systèmes cristallins. Il y a aussi un autre type de cellules couche mince à partir de silicium. Donc, ça, on parle de cellules qui sont rigides, mais qui peuvent aussi être flexibles et dont on peut jouer avec l'épaisseur du film pour aller chercher de la transparence. Donc, comme je disais, il y a deux façons d'aller chercher de la transparence, soit en espaçant les modules ou soit avec une technologie couche mince où on joue avec l'épaisseur. Mais évidemment, plus ça va être transparent, ben, plus l'efficacité va être affectée. Généralement, c'est une technologie qui est un petit peu moins dépendante de la température. Là, donc, ici, on parle de peut-être 36 par degré Celsius. Et une durée de vie potentiellement similaire. Et finalement, il y a d'autres technologies un peu plus en l'état de développement où c'est peut-être des fois possible de produire des cellules à petite échelle. Et quand vient le temps de faire des modules au complet, bien là, ça devient un petit peu plus difficile de, d'avoir des modules qui ont une durée, qui sont stables et qui ont une durée de vie intéressante. Donc, il y a plusieurs autres technologies aussi en développement. Là. C'est ce qu'on voit à droite. D'accord. Et les couches minces, ça, typiquement, c'est comme ce qu'on a là, en silicium amorphe, par exemple, sur nos calculatrices. C'est plus pour les grandes surfaces. Quand est-ce qu'on les applique? Parce qu'on voit que l'efficacité est très basse, à 9%. Oui, c'est ça. Ben, il reste que en dollars le watt, ça revient au même. Là. Fait que même s'ils sont moins efficaces, ils vont coûter moins cher parce qu'ils sont moins performants. Fait que ça peut être un choix esthétique. Ça peut être l'aspect flexible aussi qui est nécessaire pour certaines applications. Comme, Donc, ça dépend de l'application, ça dépend. Ça peut être un choix esthétique, mais ça peut aussi être l'aspect flexibilité qui est nécessaire. Là, des fois, on voit des cellules solaires sur des sacs à dos, des choses comme ça. C'est sûr, il faut que ça soit flexible. Là. Donc, pas pour les bâtiments, le flexible? on voit aussi la technologie couche mince dans les bâtiments, souvent pour aller chercher. Oui, ça pourrait être pour un aspect de flexibilité, mais des fois, c'est une décision esthétique aussi, là. Pour des Euh, courbes, hein? Des courbes, j'imagine. on veut aller chercher un certain look, puis une certaine transparence aussi, puis on ne veut pas nécessairement voir de l'espacement entre les cellules. Donc, c'est comme un choix, c'est ça, un choix de nature esthétique, là, Ah parfois. oui, il n'y a pas de transparence dans le silicium cristallin. Non, c'est vraiment des cellules opaques, mais c'est sûr qu'on peut les espacer. C'est sûr. Mais plus on les espace, évidemment, plus par mètre carré, ben, j'ai moins de puissance active. Là. Mais c'est ça, le cristallin, c'est vraiment des cellules opaques. Là, on ne voit pas à travers. Mais comme on voit dans la figure ici, ben, on les a espacées. Fait Ouais. on voit à travers l'espace où il n'y a pas de cellules. Là. Ouais. Ah, Euh,
Donc, ça, c'était plutôt général, pas juste au photovoltaïque intégré au bâtiment, mais au PV en général. On voit beaucoup maintenant de modules vert-vert. Donc, le dessus est du vert et l'arrière est du vert. Donc, maintenant, tout ce qu'on peut faire avec le vert, on peut le faire avec le photovoltaïque. Donc, il y a moyen d'aller chercher toutes sortes de couleurs, de textures, soit par une méthode d'impression, qui est ce qu'on voit à gauche, là, avec des points, soit en ajoutant des films aussi pour aller chercher différentes couleurs. Donc, évidemment, plus on va chercher plus on joue avec ces choses-là, bien, plus on affecte la performance. Donc, par rapport, par exemple, aux petits points que vous voyez à gauche, bien, c'est sûr que plus on ajoute de points, bien, plus on va affecter la performance des modules. Mais des fois, pour une question de look, ça peut être désiré. Donc, vous voyez ici toutes sortes de couleurs et c'est juste un exemple que maintenant, il y a moyen aussi d'aller chercher des imitations de briques, des imitations de stucco. On peut vraiment avoir un produit qui ressemble à une composante standard de l'enveloppe de bâtiment, de sorte qu'on ne peut même pas dire que on ne peut pas deviner de la rue que ça produit de l'électricité, Ouais, cette façade-là ou ce toit-là. c'est excitant comme développement parce qu'on a déjà vu des panneaux à la verticale installés sur les murs, puis ça, c'était pas très, très esthétique. Oui, c'est sûr, c'est ça. C'est pas toujours. Tous les goûts sont dans la nature, mais oui, c'est pas toujours esthétique. Maintenant, il y a moyen de. Mais c'est curieux, il y a encore. Ben, c'est pas curieux, mais c'est un fait qu'il y a encore beaucoup de gens, par exemple, qui veulent que ça paraisse que c'est du photovoltaïque. Donc, vouloir le camoufler à travers différentes techniques ou des films, des choses, des fois, c'est désiré, mais des fois, les architectes, par exemple, veulent vraiment voir les cellules puis que ça ait l'air du photovoltaïque. Donc, tous les choix sont possibles. Donc, je vais poursuivre en vous montrant un petit peu quelques exemples. J'en profite au passage pour parler un petit peu du système de classification. Donc, ça, c'est un système de classification qui a été développé au sein d'une tâche de l'Agence internationale de l'énergie sous le programme PVPS, qui veut dire Photovoltaic Power System Program. Donc, pour les systèmes BIPV, donc on a des applications sur les toits, sur les façades, et aussi ce qu'on appelle intégré à l'extérieur du bâtiment, si on veut. Donc, par exemple, un pare-soleil rentrerait là-dedans, dans cette catégorie-là. Donc, pour les toits, ça peut être des toits de type... des toits, ça pourrait être aussi être un skylight, pardonnez-moi le mot, le nom français m'échappe. Des lanterneaux. Des lanterneaux, voilà. Et par rapport aux façades, on pourrait avoir des murs rideaux. Donc, généralement, on va avoir une partie isolée puis une partie qu'on peut voir à travers, des fenêtres, des murs aussi. Juste un revêtement de murs standard. Donc, ça, c'est toutes des différentes possibilités. Et je ne m'embarquais pas trop dans les normes, mais bon, il y a une norme internationale pour le photovoltaïque intégré au bâtiment qui couvre les modules et les systèmes. Et dans cette norme-là, en fait, on a différentes catégories de systèmes et évidemment, la catégorie implique différentes considérations. Donc, par exemple, on a intégré au toit non accessible depuis l'intérieur du bâtiment et on a la même chose accessible depuis l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est sûr que lorsque c'est accessible, bien, il y a des considérations différentes, ce que les gens pourraient toucher. Il y a aussi des catégories de type vertical, encore là, non accessibles de l'intérieur du bâtiment, ainsi que accessibles, et intégrés à l'extérieur du bâtiment. Donc, on a parlé des garde-fous, on a parlé des pare-soleils, qui seraient des exemples de ça. Donc, la capacité de photovoltaïque intégrée au bâtiment, là, je parle vraiment intégrée au bâtiment, donc qui remplissent une ou plusieurs fonctions de l'enveloppe, on estime à plus de 1,5 MW
au Canada. Donc, on se rappelle que la capacité PV était de 3652 mégawatts. Donc, c'est quand même une petite fraction. Voilà, donc on a beaucoup de toits, de façades qui comprennent environ 54 et 47 sont des dispositifs externes. Là, on voit souvent des pare-soleil, entre autres. Et on voit ici un premier système là, qui est le Edmonton Convention Center à Edmonton, évidemment. Et c'est un système de 170 kW. Et vous voyez bien de quoi ça a l'air. Ici, on parle d'un toit semi-transparent photovoltaïque, donc où on a espacé les cellules pour aller chercher un peu d'éclairage naturel. Je peux préciser que DC, c'est le direct current ou courant continu, donc l'électricité Oui, oui. produite par les modules doit être convertie ensuite par les ondulaires en courant alternatif. Exact, oui, merci de la précision. Ici, on voit un autre système là, qui est de type, bon, qu'on ne peut pas lui accéder de l'intérieur. Donc, c'est la bibliothèque de Varennes, à Varennes. Donc, ici, on parle d'un revêtement de toit qui a différentes sections intéressantes aussi. Donc, on a une section qui est juste des modules PV ventilés naturellement. On a une partie qui est ventilée mécaniquement. Donc, il y a un fan, il y a un ventilateur, pardon, qui aspire l'air extérieur, le fait passer en arrière des modules et le renvoie à l'extérieur. Et il y a une autre partie qui est également ventilée mécaniquement, mais on récupère la chaleur pour s'en servir comme air neuf préchauffé. Et ici, on a vraiment des modules photovoltaïques standards, mais utilisés comme photovoltaïque intégré au bâtiment. Donc, de photovoltaïque intégré au bâtiment, ça ne s'appelle pas nécessairement comme ça. Des fois, c'est juste des modules photovoltaïques ordinaires, mais qui remplissent une ou plusieurs fonctions de l'enveloppe de bâtiment, ce qui fait en sorte que c'est un système photovoltaïque intégré au bâtiment. C'est ce que j'allais dire, c'est la double fonction. On veut les ventiler pour les rafraîchir, pour qu'ils maintiennent leur haute efficacité de production. Donc, aussi bien récupérer la chaleur pour préchauffer le bâtiment. Oui, c'était ça l'idée. Puis c'était aussi, il y avait un aspect recherche et développement intéressant aussi de pouvoir comparer les différentes sections. Mais c'est sûr que le PV, la section qui est ventilée naturellement est très bien ventilée naturellement. Donc, il n'y a vraiment pas tant il n'y a pas de problème de température à ce niveau-là. C'est aussi pour des aspects de compréhension du coût-bénéfice de juste ventiler mécaniquement, parce qu'évidemment, quand on met des ventilateurs, bien, ces ventilateurs-là, ils consomment de l'électricité, donc il y a ça à prendre en considération. Et oui, dans la partie du bas ici, on récupère la chaleur pour s'en servir comme air neuf préchauffé. D'ailleurs, est-ce qu'on a des résultats sur le coût-bénéfice des deux options sur ce bâtiment-là? Oui, on est en train de regarder ça. Le bénéfice surtout, là. Mais oui, c'est une étude qui est en cours. On ne peut pas savoir. C'est intéressant de payer pour le ventiler mécaniquement. Ben, on prend l'énergie solaire, j'imagine, pour ventiler. Oui, c'est ça. C'est une étude qui est en cours. Là. Ça a l'air simple, mais quand même, c'est pas si simple que ça pour arriver à des chiffres avec lesquels on est confortable. Fait que je n'ai pas de chiffres en ce moment à vous donner, mais c'est une étude qui est en cours. D'accord. Ici, on a un autre système à l'Université University of Alberta. Donc, c'est un toit d'atrium. On voit très bien les cellules encore ici, là, espacées. Donc, ça utilisait des panneaux semi-transparents fabriqués sur mesure. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment différentes dimensions. Là. Il y a des modules de toutes les grosseurs là, qui sont des triangles, qui sont des rectangles. Donc, c'est ça, il y avait un aspect sur mesure à ce projet-là. Donc, c'est un système quand même de 10 kW. Et un autre système, toujours en Alberta, c'est un théâtre où on a une façade photovoltaïque intégrée au bâtiment sur les 4 côtés. Donc ici, on a mis des panneaux standards, mais qui sont utilisés comme revêtement extérieur pour les 4 murs, donc incluant le mur au nord. Et ça avait été choisi parce que lorsqu'on comparait avec
juste mettre un revêtement de façade qui ressemblerait au PV, ben ça valait la peine de mettre du PV même au nord d'un point de vue coût. Donc, c'est ça qui a été décidé de faire ici. Donc, c'est 122 kilowatts. C'est un système qui produit 20% des besoins d'électricité du bâtiment. Mais au nord, il n'y a pas de production par réflexion. Ben, il y a quand même le diffus du ciel, puis réfléchi du sol. Donc, il y a quand même de la production. Là. C'est juste qu'il n'y a, pas, il y a pas de direct, d'ensoleillement direct comme tel. Là. Un autre système vraiment très intéressant, ça c'est à Winnipeg. Donc, on a une façade photovoltaïque intégrée au bâtiment de 400 modules, 750 mètres carrés, 100 kilowatts, où on utilise ici un verre qui s'appelle un verre solaire coloré, le Chromatics. Donc, c'est opaque, mais c'est un film qui est pensé pour faire passer le bon spectre de l'ensoleillement solaire pour que les cellules puissent quand même absorber et produire de l'électricité. Donc, ça donne un look vraiment très intéressant, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est un système qui est quand même assez récent. Je n'ai pas l'année ici, là, mais ça fait quelques années là, seulement qu'il fonctionne. Assez impressionnant, assez futuriste, oui. Oui, mais c'est aujourd'hui, c'est pas dans le futur. Ça existe aujourd'hui. Donc, c'est ça, non, c'est vraiment un beau bâtiment. Un autre ici, qui est le Center for Innovation, Technology and Entrepreneurship, Seneca College, Toronto. Donc, ici, c'est la technologie amorphe. Hein, donc, peut-être vous cherchez les cellules, là. C'est la fenêtre qu'on voit là, en fait, qui a des cellules silicium amorphes et on a mis une certaine épaisseur pour être capable d'aller chercher cette transparence-là. Donc, c'est sûr que l'efficacité est affectée. Là. On parle d'un système, ben, ça, c'est pas l'efficacité, c'est la capacité, mais on parle d'un système de 1,3 kW pour 47 mètres carrés. Mais si c'est ça. Je ne connais pas exactement les raisons de ce choix-là, mais j'imagine qu'il y avait des raisons esthétiques à ça. C'est sûr que si on compare avec une fenêtre où on voit les cellules cristallines, ben, ce n'est pas la même expérience pour l'occupant de voir complètement à travers la fenêtre. Et un système ici à Toronto, ce sont des condos où on voit les pare-soleils. Donc, c'est un système où le PV est intégré à l'externe, si on veut, là, du bâtiment, mais c'est quand même considéré l'enveloppe du bâtiment et évidemment, ça affecte les gains solaires. Donc, ça a des fonctionnalités ça remplit certaines fonctionnalités de l'enveloppe. Donc, c'est un système de 72 kW. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Évidemment, on n'a pas le climat du sud de l'Ontario, mais c'est sûr que la climatisation est un enjeu croissant au Québec. Les parcs solaires extérieurs, les gens doivent comprendre que si on ombrage de l'intérieur, on n'empêche pas le vitrage d'être surchauffé. Donc, il faut chercher des solutions extérieures. Je trouve que celle-là est très prometteuse. Mm-hmm. Et ben, voilà, j'ai un petit quiz ici. On peut le faire quand même. Là. Je peux vous laisser quelques secondes pour réfléchir à lequel de ces systèmes-là sont intégrés au bâtiment. Et alors, je vous laisse quelques secondes. André, vous me dites quand vous êtes prêt. Un 3, 5, 7. Alors, 1, 3, 5, 7. En effet, ce sont bien ceux qui sont intégrés au bâtiment. Donc, les autres, on a bon, du PV sur le toit, du PV sur la façade, du PV utilisé dans un stationnement. Donc, oui, ça aide peut-être la température à l'intérieur des voitures, mais ça n'a rien à voir avec les bâtiments. Et les fleurs solaires, on voit ça souvent, là, donc c'est bien correct aussi, mais ça n'a rien à voir avec le bâtiment. L'exemple 8 qu'on voit, on voyait en bas ici, là, qu'on a déjà vu au Québec, ça ne donne pas de résultats des plus esthétiques. 8, ça, c'était la fleur solaire. Non, le 8, là, le bâtiment en bas à gauche. Le 6, excusez. Ah, le 6. Le 6. Oui, oui.
Ben, c'est un choix, là, mais oui, c'est sûr que c'est moins, disons, intégré d'un point de vue esthétique. Donc, je poursuis avec le type de R&D qu'on fait au Canada en lien avec le photovoltaïque intégré au bâtiment. Donc, ici, ce sont les défis et obstacles que l'industrie vit ou perçoit par rapport au photovoltaïque intégré au bâtiment. Donc, il y a parfois le coût des produits, surtout si on veut aller chercher du sur-mesure, les faibles incitatifs financiers spécifiquement pour le PVIB, là, il n'y en a pas spécifiquement pour ça au Canada. Difficile d'estimer le coût des projets hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus parce que ça ne fait pas tant de systèmes quand même qu'on fait au Canada, même s'il y en a. Valeur à long terme, pas toujours facile à définir. Par rapport au niveau de technologie et performance, bien, il y a la disponibilité des produits. Il y a des possibilités de trouver des produits au Canada, mais ça reste un petit peu moins commun que des modules photovoltaïques standards. Manque d'options d'intégrer standardisées, manque de données sur les performances, disponibilité du personnel qualifié hein, qui a l'habitude d'installer ou de faire la conception de ce genre de système-là. Au niveau réglementation et savoir-faire, manque de normes et de réglementation. Difficile des fois de comprendre les exigences réglementaires hein, parce que, bon, c'est électrique, mais c'est aussi bâtiment. Donc, c'est un peu des deux. Puis des fois, ça peut être un peu complexe de jongler là-dedans. Et absence de ligne directrice au niveau de la conception. Donc, notre recherche au gouvernement fédéral, elle vise certains des défis qu'on vient de montrer. Donc, le premier, c'est normes et codes. Donc, c'est très important pour nous. C'est notre mandat de soutenir le développement de normes et de codes en lien avec le photovoltaïque intégré au bâtiment. L'aspect coût-bénéfice, donc évaluer le potentiel au Canada, la performance des systèmes, démontrer leur valeur ajoutée. Et l'intégration, donc élaborer des lignes directrices en lien avec l'intégration des systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment dans les bâtiments. Donc, comment on fait la conception d'une fenêtre avec du PV dedans intégré. Donc, tout ça là, par rapport à l'intégration des systèmes, à l'enveloppe, mais aussi au système chauffage, ventilation, climatisation. Donc, je vais brièvement couvrir chacun de ces items-là. Donc, on en a déjà parlé. Un système photovoltaïque intégré au bâtiment, ça remplit une ou plusieurs fonctions de l'enveloppe et ça aussi affecte le bâtiment. Donc, ça va impacter la charge de chauffage, la charge de climatisation, la quantité d'éclairage artificiel requis. Et ça, ben, c'est dépendamment du type de système qu'on a. Donc, les systèmes PVD doivent se conformer au code et aux normes pour le PV, mais aussi pour les bâtiments. Et bon, il y a une norme européenne qui couvre cela. Cette norme-là, après ça, a été un peu modifiée par un groupe de l'ISO et de l'IEC. Donc, l'ISO, généralement, ISO, travaille sur les bâtiments. IEC, c'est au niveau électrotechnique. Donc, il y a un groupe combiné de membres de l'ISO et de l'IEC qui ont travaillé ensemble sur le IEC 63092, donc qui est une norme internationale sur le PVIB. Et donc, c'est présentement en cours de considération d'adoption au Canada, donc à travers CSA. Cette norme-là inclut des exigences électrotechniques, mais aussi en lien avec le bâtiment. Mentionner que ISO, c'est un acronyme connu des photographes, mais c'est l'International Standards Organization, donc l'organisme international de normalisation qui est dans tous les secteurs. Oui, parfait. Oui, merci de la précision. Donc, c'est un peu ce que j'ai parlé. Là. Je vais vous épargner les détails des normes, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, nous avons un comité sur CSA qui regarde l'adoption de la norme IEC au Canada. Donc, ça veut dire que dans un espace de peut-être 6 à 1 an, 18 mois, on pourrait avoir une norme BIPV au Canada.
Deuxième défi que l'on couvre dans notre recherche, bon, c'est au niveau du coût-bénéfice, évaluer le potentiel au Canada, performance des systèmes, démontrer leur valeur ajoutée. Donc, nous avons présentement une activité qui regarde le potentiel PV dans l'environnement bâti pour le Canada. Donc, on a une étude qui date de 2006 qu'on est en train de remettre à jour en ce moment. Donc, ça va être partagé bientôt. Et on regarde aussi pas juste l'environnement bâti, mais on va regarder aussi d'autres types d'intégration du photovoltaïque. Au niveau de la performance des systèmes, donc, on a des analyses à travers des études de cas, donc des systèmes existants, des modèles, des expériences en laboratoire, mais aussi des essais sur le terrain. La bibliothèque de Varennes est un système, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, qu'on regarde activement, notamment pour les trois différentes sections là, qui sont intéressantes de comparer. Donc, on a un système de mesurage et de suivi de la puissance électrique, mais aussi des températures qu'on peut observer. Donc, tout ça, c'est en cours également. On a des images infrarouges aussi du toit qui nous permet de voir un petit peu mieux le gradient de température. Donc, le changement de température sur l'ensemble de la matrice. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a à la bibliothèque. Et donc, l'aspect température est quelque chose qu'on regarde activement parce que des fois, il y a un mythe par rapport au photovoltaïque intégré au bâtiment que ça va être beaucoup plus chaud que d'autres genres de systèmes. Mais en fait, il y a moyen de faire une conception qui va faire en sorte que le système va être bien ventilé, puis il n'y aura pas de température très, très élevée. Donc, voilà. Et finalement, notre troisième défi qu'on regarde, c'est au niveau de l'intégration. Nous faisons partie d'une tâche de l'Agence internationale de l'énergie qui s'appelle la tâche 15, qui porte spécifiquement sur le photovoltaïque intégré au bâtiment. Et à ce niveau-là, on fait des activités de recherche pour alimenter les normes. Donc, l'IA ne font pas de normes, mais font de la recherche qui permet ensuite d'influencer l'évolution des normes. Et dans le cadre de la tâche 15, il y a aussi le développement de lignes directrices pour la conception du photovoltaïque intégré au bâtiment. Donc, ça, c'est une activité qui devrait se terminer dans les prochains mois. Donc, on a très hâte de pouvoir partager ce document-là qui va aller bien au-delà des photos qui présentent différents systèmes et qui va être capable d'expliquer comment on s'y prend pour faire la conception de différents systèmes. Donc, on espère que c'est un document qui va être utile pour notre industrie ici aussi, là, de savoir que c'est comme ça qu'on fait, puis il y a d'autres systèmes qui ont été faits comme ça, puis ça a bien fonctionné. Donc, ça peut être définitivement encourageant pour l'industrie d'avoir ce genre de ligne directrice-là. Donc, ça devrait venir sous peu, et ça, c'est juste des exemples de ce qui pourrait être, faire partie de ce document-là. Et nous avons aussi un réseau d'action sur le photovoltaïque intégré au bâtiment qui est mené par nous à Ressources naturelles Canada, qui permet aux différents intervenants, architectes, ingénieurs, de partager des expériences, qui nous permet de présenter des projets canadiens, d'effectuer les mises à jour aussi sur le développement des technologies et des normes. Et ça permet aussi de bien comprendre les défis de l'industrie pour s'assurer que notre recherche aide à éliminer ces défis-là jusqu'à un certain point ou contribue à les éliminer. Donc, c'est un réseau que nous avons également. Alors, sur ça, ça fait pas mal le tour de ma présentation. C'est vraiment très intéressant. On a très hâte de voir les résultats de la performance des systèmes résidentiels, d'ailleurs, comme les condos qu'on a vus tantôt à Toronto. Je vous demanderais, est-ce qu'il y a de la demande hors Québec, peut-être parce que le coût de l'électricité est
quand même assez bon. On va y revenir sur le cas du Québec. Mais hors Québec, est-ce qu'on voit des promoteurs immobiliers intéressés par ça? Peut-être pas dans le logement locatif, mais dans les condos? Dans les condos, je pourrais pas dire, mais il y a définitivement un intérêt. Puis au Québec aussi, je dirais, là, pas plus tard que la semaine passée, il y a des intérêts au Québec pour intégrer le photovoltaïque intégré au bâtiment, mais plus dans l'institutionnel et dans le commercial aussi. Condo, des fois dans le cadre de des résidences scolaires, là, un peu plus. Mais comme le système qu'on voyait à Toronto, ça existe aussi. Puis oui, j'ai entendu dire d'un autre projet aussi. Là. Donc, c'est vraiment dans tous les secteurs. Là. Peut-être un peu moins résidentiel, là, parce que des fois, c'est difficile avec une maison, surtout dans un endroit densément construit. Là. On n'a pas toujours le toit idéal, on a des fois des voisins, donc c'est pas toujours, c'est parfois un peu plus difficile d'un point de vue résidentiel, maison unifamiliale, disons. Oui, je parlais plus du multilogement, les grandes toitures plates ou les façades, justement. Vous êtes pas super optimiste à court terme qu'ils vont en avoir plein parce qu'on parle de bâtiments net zéro à partir de 2030 ou 2035, que ça deviendrait. Bien, je vois un engouement, c'est sûr. Je vois des gens intéressés qui regardent ça comme option, mais je ne pourrais pas dire que c'est plus dans le condo qu'un autre secteur. C'est peut-être plus ça mon point, là. Ouais. Je ne dirais pas plus dans le condo que d'autres secteurs. Ah non, c'est sûr que ça va être plus dans l'institutionnel commercial. Ouais. Je vais en profiter pour parler de l'article qu'on vient de mettre en ligne sur notre site. Votre collègue, le physicien Yves Poisson, qui est le spécialiste du photovoltaïque au niveau de votre laboratoire Calmette à Varennes. Là, on a Stéphane Gagné et moi qui avons produit ce dossier-là qui est réservé pour nos abonnés. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le programme Maison plus verte, programme fédéral qui est jumelé à Renault Climat. Donc, on s'inscrit sur le site du programme québécois Renault Climat. Mettons que le volet fédéral donne jusqu'à 5 000 c'est-à-dire 1 000 par kilowatt installé pour le photovoltaïque. Et donc, quand on profite de cette subvention-là, si on n'a pas de batterie, donc on peut avoir un système, comme on disait, qui est relié au réseau pour stocker, dans le fond, en guillemets, les surplus non consommés instantanément. On les envoie à Hydro-Québec qui crédite chaque kilowattheure. Bien, imaginez-vous que ça tombe à 6 sous le kilowattheure pour le coût installé, là, la rentabilité est là vraiment en 15 ans, selon Yves Poisson. Donc, ça défait un peu un autre mythe que ce n'est pas rentable. Donc, comme vous dit au début de la présentation, on a énormément d'ensoleillement par rapport à des pays qui maximisent l'installation solaire, mais on a même une rentabilité en 15 ans si on profite de la subvention du programme Maison plus verte. Je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire là-dessus. Ben, en effet, puis on peut même ajouter, si on remplace une composante de l'enveloppe du bâtiment en même temps, ben, L'autre s'il faut économie à faire. changer ton toit en même temps, ben, au lieu de mettre du bardeau d'asphalte, ben, il y a peut-être d'autres options qui peuvent ou non faire du sens. C'est sûr que ce n'est pas toutes les maisons qui vont être adaptées, euh, mais ça vaut la peine de regarder cette option-là. Comme une autre et pas oublier que c'est son sauve sur le coût de l'enveloppe au bout de la ligne. C'est un très bon point quand on considère qu'il y a beaucoup de toitures à bardeaux d'asphalte qui durent 15-20 ans ou moins. Et que aussi, il y a un prêt, j'ai oublié de mentionner, jusqu'à 40 000 un prêt sans intérêt dans le cadre du programme Maison plus verte. Donc, si on n'a pas les fonds tout de suite, on peut aller chercher ce prêt sans intérêt-là qui, je crois, est remboursable à la SCHL, je crois, sur 10 ans. Donc, l'autre incitatif très intéressant pour le photovoltaïque intégré ou non au bâtiment. Puis dans le secteur commercial ou institutionnel où on met du verre architectural souvent assez dispendieux, ben, Oui, ajouter la composante solaire
et pas un énorme surcoût, considérant que c'est le verre qui coûte cher en premier lieu. Là. Donc, il y a ça à considérer aussi si je suis pour mettre un produit haut de gamme. Ben, l'ajout de cellules solaires dans mon produit haut de gamme, le surcoût est peut-être pas tant que ça. Puis en plus, je vais produire de l'électricité. C'est du cas par cas. Il faut regarder c'est quoi les options alternatives et voir si ça a du sens pour le projet ou non. Oui. Ah, c'est un très bon point. C'est certain que dans les grands bâtiments, si on remplace du vitrage, et surtout que ce qui est malheureux, c'est qu'on a tendance à survitrer nos bâtiments pour côté de l'avantage des vues et de l'esthétisme, mais je pense que c'est au moins 4 fois plus cher qu'une enveloppe bien isolée. Donc, c'est toujours à considérer. Donc, si on peut faire une économie avec du photovoltaïque intégré, c'est encore plus payant. Eh bien, docteur Véronique Delisle, gestionnaire de projet à Calmette Énergie, qui est le laboratoire des énergies renouvelables à Ressources naturelles Canada, basé à Varennes. On est chanceux de vous avoir et j'apprécie énormément que vous ayez pris le temps de faire cette présentation, de nous expliquer tout cela aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Et bye.